Bien. Donc nous allons commencer cette nouvelle session des dessous de la veille. Donc merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan de ce qui s'est passé au mois d'avril dernier. Donc pour commencer, un certain nombre de points que je voulais mettre en évidence. D'abord le premier, ça concerne tout ce qui est supply chain et logistique. Donc, on avait déjà parlé le mois précédent de 3CX, et puis on a eu de nouvelles informations concernant Log4j il y a quelques jours. Donc, ce que je voulais noter à ce niveau-là, c'est qu'on a beaucoup parlé de 3CX. Il se trouve que depuis que les investigations ont commencé, il y a eu plus d'informations qui sont apparues, et notamment le fait que 3CX a bien été une victime. En revanche, avant d'avoir été victime, eh bien, c'est une autre société qui était elle aussi dans la supply chain qui avait été elle-même la première victime initiale qui a permis la compromission de 3CX. Donc en fait, finalement, c'est un phénomène de cascade et un fournisseur en a contaminé un deuxième qui a contaminé après le reste. Alors, on ne sait pas encore si c'était le but final avoué des attaquants, mais en tout cas, c'est une constatation. Il y a eu un effet d'enchaînement et d'entraînement. Autre élément concernant cette supply chain, et je pense que vous vous souvenez tous de Log4j en décembre 2021 et toutes les conséquences que ça avait pu avoir. Donc Mandiant qui s'était rendu compte qu'il avait eu un souci, il apparaît que finalement ça n'a pas commencé avec Mandiant, ça a commencé avec le département de la justice américain qui a été le premier à être touché, qui avait appelé différents fournisseurs dont pour les aider à résoudre le problème, dont Microsoft et Mandiant, et il semblerait que ça soit à peu près à ce moment-là que Mandiant ait à son tour été contaminé. Donc peut-être un problème de chain of custody qui n'a pas été complètement respecté. En tout état de cause, c'est comme ça qu'il semblerait que l'histoire ait commencé. Et voilà comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir une compromission de façon beaucoup plus large. Mais finalement, heureusement que Mandiant s'est rendu compte du souci. Sinon, ça aurait pu durer très longtemps malheureusement. Autre élément que je voulais mentionner dans tous ces aspects de supply chain et de logistique, c'est finalement deux points importants quand on travaille sur ce genre d'incident. Le premier, c'est de quand date réellement la compromission initiale. Le vecteur initial, quand est-ce qu'il a été activé, parce que ça nous permet justement de savoir à partir de quand est-ce qu'il va falloir remonter dans les logs, dans les activités et pouvoir finalement mieux diagnostiquer quelle est l'origine de la compromission pour donc mieux corriger ensuite. Et puis deuxièmement, bien entendu, les impacts, et les impacts, c'est lié à l'ampleur de la compromission. À ce sujet, je voulais aussi vous mentionner le framework Oscar qui vient de sortir. Vous avez le lien qui est sur la partie gauche, qui est paru sur GitHub. Et donc, qui devrait vous aider à bien structurer les choses en matière de supply chain et de problématiques de sécurité. Deux autres éléments que je voulais mentionner pour ce mois-ci. D'abord, la compromission et je dirais l'arrêt de service qu'il y a eu chez Western Digital et plus particulièrement sur les services MyCloud, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc là, c'est monté pour certains services à un arrêt de 2 semaines complet. Donc, le service a été complètement arrêté. Donc, si vous appuyez dessus, clairement, il y avait un petit souci. Et puis, deuxième vecteur, ce sont les impressions. Alors qu'il s'agit des imprimantes de type SP LaserJet, pour lequel il y a eu un avis de sécurité qui est paru au début du mois d'avril, où on nous disait globalement, il faut remplacer les firmware parce qu'il y a des fuites d'informations possibles. Et finalement, ce qu'on vous conseille dans un premier temps, c'est de faire retour arrière dans la version précédente. Et puis, plus récemment, en fin du mois d'avril, Papercup Management, où là, c'est une vulnérabilité qui est exploitée. Alors, c'est un service qui n'est pas forcément très utilisé en France, mais qui est encore un service, je dirais, qu'on peut appeler de logistique, de fourniture d'impression à des entreprises et notamment dans le monde de l'éducation. Donc voilà un premier élément à prendre en considération. Deuxième, c'est tout ce qui est lié au rançongiciel, au ransomware. Donc là, il y a eu un certain nombre d'annonces, d'informations, d'analyses qui sont sorties au mois d'avril sur des choses comme Bablock ou Rorschach, sur Clop, sur Logbit, qui semblerait être derrière les attaques sur Papercut, et puis RTM Locker, Vice Society, enfin quelque chose de classique, malheureusement. Et puis celui que je voulais mettre en évidence, c'est Trigona.
qui est un autre ransomware dont on a déjà parlé il y a quelques mois, et qui, lui, s'attaque clairement aux serveurs MS SQL. Donc là, c'est une approche différente. Alors, on va dire, mais des serveurs MS SQL connectés sur Internet, a priori, on ne doit pas en avoir. Et puis en interne, ils sont bien protégés. Je dirais simplement, faut simplement le vérifier. Donc déjà, le fait de ne pas avoir de serveur MS SQL connecté sur Internet, c'est déjà quelque chose qu'on voit réellement. Il suffit de faire quelques petites requêtes sur des outils comme Onif ou comme Censys pour se rendre compte de ça. Et puis derrière en interne, être bien sûr que vos serveurs sont bien protégés. Les acteurs de la menace, je voulais en mentionner deux. Donc, le mois dernier, j'avais déjà parlé un petit peu longuement de Vim et de Veritas, en attirant votre attention, puisque là, et notamment avec Vim Backup et Replication, on s'intéresse directement aux sauvegardes, finalement aux données presque les plus précieuses de l'entreprise en cas d'attaque ou de compromission. Eh bien, on a eu une analyse qui a montré que Fin7, le groupe d'attaquants Fin7 était derrière des attaques et que justement, il a tapé directement les serveurs Vim Backup and Replication, notamment ceux qui étaient connectés sur Internet. Donc, les correctifs de sécurité sont disponibles depuis longtemps, on a la CVE, on a tout ce qu'il faut, donc encore une fois, attention à ça. Autre élément, autre acteur de la menace sur la partie droite, avec APT28, donc un groupe d'attaquants attribué à la Russie, et une opération qu'on appelle le Jaguar Tooth, qui, lui, fait l'objet d'une analyse assez poussée, notamment par le NCSC UK, donc on va dire globalement l'équivalent de l'ANSSI au Royaume-Uni, à peu près. Avec une exploitation d'une vulnérabilité, donc la CVE 2017-6742, qui concerne des vulnérabilités liées à SNMP. Vous noterez que le CVE-2017, ça signifie que cette vulnérabilité a donc été découverte en 2017. Ça fait quand même 6 ans aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, les exploitations ont été détectées. Elles existent, tout simplement parce que, encore une fois, il y a des équipements, en l'occurrence des routeurs Cisco, qui ne sont pas à jour, mais des routeurs Cisco qui sont en frontal. Donc, via SNMP, je dirais, ça permet de prendre la main, de télécharger, de déployer des malwares sur ces routeurs Cisco. Ça se fait, ça s'est déjà vu dans les années 2015-2014 avec certains groupes d'attaquants. Vous pourrez retrouver dans l'histoire un petit peu ce qui s'était passé à l'époque, même si on n'avait pas beaucoup parlé, mais on peut mettre du malware sur des routeurs et s'en servir aussi notamment pour rebondir et aller un petit peu plus loin. Et sur la partie droite, vous avez quelques éléments et quelques liens qui vous permettront de trouver des sources d'informations sur la PT28, Jaguar Tooth et cette vulnérabilité de 2017. Et puis, 3 éléments que je voulais aussi mentionner, toujours des affaires à suivre. Premièrement, OneNote. Je vous ai dit le mois dernier que Microsoft allait sortir les éléments et publier les éléments pour éviter l'exploitation de compromis, de la vulnérabilité et de l'encapsulation des documents dans OneNote. Malheureusement, on n'a rien vu venir. Mentionnez aussi que Exchange Server 2013, si vous en avez encore, parce que ça a quand même maintenant 10 ans, eh bien, c'est en fin de vie et ça a été décrété directement end of life depuis le 11 avril du mois dernier. Donc, a priori, plus de correctifs, plus de mise à jour, etc. Donc, il est grand temps, si vous n'avez pas encore fait, de basculer, parce que Exchange est quand même assez central et fait l'objet d'un certain nombre d'attaques. Et puis, le dernier aspect, c'est SixYards. On a parlé depuis déjà 2 mois. Je vous avais dit le mois dernier que il n'y avait pas beaucoup de retours et on ne savait pas tout ce qui se passait. Il faut savoir simplement que, premièrement, on n'en sait pas plus. Et deuxièmement, il y a une nouvelle vulnérabilité qui concerne SLP, le protocole qui a été exploité par SixYards et qui correspond à la vulnérabilité 2023-29552. Donc là encore, méfiance. Et si vous avez ce genre d'application et de protocole en interne, bien entendu, j'espère que vous n'avez pas directement connecté sur Internet, mais si vous l'avez en interne, même chose, les correctifs sont disponibles, c'est de l'infrastructure et ça ne devrait pas être très compliqué à déployer. Deuxième élément, tout ce qui est lié aux correctifs, donc les patchs Tuesday, les patchs Monday, etc., etc. Donc là, j'ai donné les chiffres pour bien donner un ordre de grandeur, et puis aussi
Outre la partie un peu bleutée qui correspond aux chiffres du mois d'avril, j'ai mis en dessous, en grisé, les chiffres du mois précédent, donc du mois de mars, simplement pour vous donner, pour mettre un petit peu en perspective. Donc, bien entendu, au niveau de Microsoft, on en a beaucoup parlé lorsque à mi-avril, il y a eu plusieurs centaines de CVE, il y a eu 7 vulnérabilités critiques, donc une qui correspondait à des exploitations qui avaient cours. Même chose au niveau SAP, hein, encore une fois, j'insiste toujours beaucoup sur SAP, mais c'est critique dans beaucoup d'entreprises. Et là, il y a des vrais efforts à faire lorsqu'on veut corriger les différents composants qui sont dans la nébuleuse SAP. Donc là, on avait 251 CVE, donc beaucoup plus que le mois dernier, dont 5 qui étaient critiques. Beaucoup de choses aussi au niveau Cisco ce mois-ci. Donc, bien entendu, toute la partie SNMP dont je viens de parler qui est exploitée par APT28, mais aussi d'autres vulnérabilités, aussi bien sur la téléphonie IP que sur donc les téléphones IP de Cisco que sur d'autres composants. Même chose, un mois très chargé pour Adobe. Là, la plupart des produits qui étaient concernés ce mois-ci avaient des vulnérabilités critiques. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 56 CVE, donc 56 vulnérabilités, il y en avait 49 qui étaient jugés comme étant critiques par Adobe. Donc là, clairement, il y a beaucoup de travail à faire. Donc un mois extrêmement chargé. Concernant Apple, sur la colonne du milieu, tous des mises à jour sur à peu près tout, dont 2 mises à jour qui correspondaient à des CVE qui étaient exploités, notamment ceux qui ont été découverts suite à des conférences, comme la PubConf. Au niveau Oracle, Oracle, les correctifs sortent tous les trimestres. Donc, tous les trimestres, on a ce qu'on appelle un jumbo patch avec, en gros, tous les composants de l'environnement Oracle qui sont concernés. Donc là, on a eu plus de 450 vulnérabilités qui ont été mises en évidence, quasiment 100 qui ont été critiques et quasiment 200 qui étaient de niveau haut. Donc là, clairement, si vous avez des systèmes ou des produits qui correspondent à des logiciels que vous avez acquis auprès d'Oracle ou de sociétés qui ont été rachetées par Oracle, là, clairement, il y a du travail à faire. Après, au niveau des navigateurs, du classique, hein, malheureusement, plusieurs versions de Chrome, des mises à jour au niveau de Mozilla, aussi bien au niveau de Firefox que aussi du client Thunderbird, avec notamment pour Chrome 2 qui étaient exploités et qui sont toujours exploités. La partie basse, hein, c'est la partie informatique industrielle, SCADA, ICS. Donc là, les correctifs sortis par à la fois Schneider Electric et par Siemens de façon classique. Sur Siemens, il y a eu moins de CVE que le mois dernier, beaucoup moins même. Par contre, donc les 14 plus 31, ça signifie simplement qu'il y a eu 14 nouvelles vulnérabilités qui ont été détectées. Et puis, on a eu surtout 31 qui ont été, pour lesquelles il y a eu des mises à jour et des ajouts. Donc voilà le point pour cette partie ICS. Et puis pour finir la dernière colonne, au niveau VMware, donc on en a beaucoup parlé en janvier. Là, à ce niveau-là, pour le mois d'avril, il y a eu 6 CVE, 2 critiques, dont une qui était exploitée. Donc là, encore une fois, du travail à réaliser, surtout si les systèmes sont en frontal sur Internet. Un gros mois aussi pour Fortinet et Juniper. Et comme vous le voyez, il y a eu 4 critiques pour Fortinet et 12 critiques pour Juniper. Encore une fois, ce sont des équipements frontaux qui permettent notamment d'accéder aux entreprises. Donc là, entre tout ce qui est IAB et tout ce qui est exploitation de vulnérabilité, il y a clairement quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Autre complément que je peux donner aussi à ce niveau-là, c'est tout simplement la partie qui est liée à ce qu'on appelle les KEV, les Known Exploited Vulnerabilities du CISA, et qui donc là nous donne finalement la vingtaine de vulnérabilités qui a été exploitée et qui a été vue par la CISA aux États-Unis comme étant des points durs sur lesquels il faut absolument travailler parce qu'encore une fois, c'est vu comme étant des points d'exploitation par des groupes d'attaquants. Donc bien entendu, on va retrouver le Veritas dont on avait parlé le mois dernier. Il y a bien entendu du Zimbra.
je dirais depuis plusieurs mois maintenant, Zimbra, la partie collaborative de Zimbra est largement exploitée. On a du Microsoft suite aux correctifs de sécurité du mois d'avril. On a aussi eu de l'Apple, même chose. Et puis, on a eu aussi notamment du Cisco avec l'exploitation de la vulnérabilité SNMP dont j'ai déjà parlé. Et puis, le Papercut. Donc ça vous donne en fait la liste des 16 ou 17 vulnérabilités directement exploitées avec, enfin c'est avéré, hein, c'est pas une exploitation dans un coin. Généralement, ce sont des grosses exploitations massives de ce type de vulnérabilité. Donc c'est finalement les priorités à mettre en avant lorsqu'il s'agit d'appliquer des plans de remédiation. Troisième point que je voulais mentionner, c'est les acteurs malveillants et les conventions de dommage. Alors, ça fait c'est la troisième fois que je présente ce tableau, mais cette fois-ci, il évolue un petit peu. D'une part, parce que j'ai étendu les types je dirais, de problèmes qui sont rencontrés. J'ai aussi rajouté un ou deux pays, et ça vous permet d'avoir, je dirais, société qui fait du traitement d'incidents ou qui fait de l'analyse ou qui fait de la threat intel au niveau cyber, et comment est-ce qu'il nomme les groupes d'attaquants. Donc ça permet quand même d'avoir un bon lien entre différents rapports que l'on peut trouver. Le mois prochain, j'irai un petit peu plus loin et puis je vous donnerai des exemples pour un ou des groupes d'attaquants et vous dire pour chacun des éditeurs ou des sociétés de threat intel, comment est-ce que c'est nommé et établir un petit peu des liens entre tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir, avec notamment une ligne sur laquelle je vais revenir, qui est la ligne de Microsoft, mais ça c'est pour le slide d'après. Dernier point que je voulais mentionner, c'est tout simplement le fait que le modèle du Mitrattack, que vous connaissez forcément, eh bien comme tous les 6 mois, il a été mis à jour il y a quelques jours maintenant, c'était le 25 avril. Et là, eh bien, il y a une extension du modèle, il y a des nouvelles techniques, des tactiques qui ont été rajoutées. Donc même chose, hein, si vous faites de la threat intel, c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution. Et puis, dernier point qu'il ne faut pas négliger, hein, c'est qu'au niveau du modèle Mitrattack, en complément, il y a aussi une déconvention de nommage de ces groupes d'attaquants. Alors là, ce sont des versions purement numériques, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je les mette dans ce tableau-là. Mais encore une fois, le mois prochain, je vous donnerai des exemples de façon beaucoup plus pratique et pragmatique. La nouvelle taxonomie de Microsoft, donc qui a été annoncée le 18 avril. Auparavant, chez Microsoft, c'était simplement des noms d'éléments périodiques de la table de Mendeleïev. Eh bien, ils ont mis ça de côté et maintenant, ils ont une façon qui est un petit peu différente. Ils utilisent deux noms. Un premier qui correspond à, je dirais, un phénomène météorologique. Vous avez la liste ici, et qui est donc attribuée à différents groupes d'attaquants, enfin de différents pays. Donc entre le typhoon, donc le typhon pour la Chine, la neige fondue pour la Corée du Nord, le blizzard pour la Russie, la grêle pour la Corée du Sud, etc., etc. Et donc le principe, c'est d'associer un mot du langage courant ou une couleur avec la famille donc que vous avez sur la colonne de droite. Et donc, le principe, finalement, pour eux, pour Microsoft, c'est lorsqu'ils détectent une nouvelle activité, ils lancent une première investigation, et puis en fonction de si le groupe d'attaquants, ils arrivent à l'attribuer ou à faire un lien avec quelque chose ou pas, eh bien, ils vont avoir une définition différente. Donc, par exemple, lorsqu'ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à faire une attribution complète, eh bien, c'est soit de l'unknown, soit c'est du storm. La partie SNORM que vous avez tout à fait en bas du dernier tableau, eh bien, c'est tout ce qui est groupe en développement qui n'ont pas encore été attribués ou qui n'ont pas encore été catégorisés. Voilà un petit peu le principe. Pour compléter et pour conclure, différents éléments que je peux mentionner, c'est un peu des fiches de lecture. Donc là, on a des ponts au mois de mai, donc c'est l'occasion finalement de prendre un petit peu de temps, un peu de repos et un peu de recul, et de regarder un petit peu les différentes publications du mois d'avril, dont les 7 ou 8 que j'ai mises ici, qui sont particulièrement intéressantes.
Donc, il y a une première qui est celle de PwC, qui correspond à au bilan de l'année 2022. Alors, vous allez me dire, c'est arrivé un petit peu en retard. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu en retard, mais néanmoins, le contenu est pertinent et très intéressant. Et puis, ça permet aussi de comparer par rapport aux autres éditeurs. Donc, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Et encore une fois, c'est une lecture tout à fait intéressante. Et puis, ça vous permettra de comparer avec les codes couleurs que j'évoquais tout à l'heure pour la partie PwC. Deuxième document, donc un document qui est aussi attendu tous les semestres, c'est celui de Mandiant. Donc, c'est l'analyse des grandes tendances en matière de cyber, en matière d'attaque, en matière de réponse à incidents. Donc ça, c'est un rapport qui est toujours très intéressant à lire et qui vous donne une vision très réaliste de l'état de la menace et qui vous permet finalement de voir quelles sont les priorités qu'il va falloir allouer ou les axes dans lesquels il va falloir travailler. Un autre document qui est publié par Palo Alto, qui est là plutôt orienté sur la partie cloud et qui met en évidence notamment tous les problèmes qui sont rencontrés, toutes les erreurs de configuration, toutes les erreurs de manipulation qui causent des fuites d'informations et qui causent des compromissions. Donc ça permet bien entendu de revoir des choses qui sont censées être connues. Néanmoins, ça doit vous permettre aussi de voir un petit peu quels sont les points d'attention plus particuliers ou les points de contrôle que vous devez mettre en place. Alors bien entendu, pour cela, il y a déjà les documents qui sont publiés par la Cloud Security Alliance depuis maintenant très longtemps, ça fait plus de 10 ans, mais c'est un bon complément et puis ça peut servir de piqûre de rappel. Une autre étude qui a été publiée cette fois-ci par Rubrik, qui est assez intéressante et qui concerne l'aspect que se passe-t-il suite à une attaque de type rançongiciel et qu'est-ce qu'on peut vraiment récupérer. Le chiffre qui est avancé par l'étude dit que finalement il n'y a que 16% des entreprises qui arrivent à récupérer toutes leurs données, même si elles ont les clés de déchiffrement. Bon, dans certains cas, les clés de déchiffrement ne fonctionnent pas correctement. Dans d'autres cas, eh bien, c'est trop long ou trop compliqué de tout reconstituer et de tout déchiffrer. Donc, en gros, globalement, ça permet finalement de se dire où est-ce que je peux mettre une limite et est-ce que je dois viser le 100% dans le cadre d'une reconstruction de mes données ou pas. Ou est-ce qu'il faut finalement que peut-être que je vais demander et payer la rançon pour avoir les clés de déchiffrement, mais jusqu'où est-ce que ça va me permettre d'aller. Donc, encore une fois, ça permet de se poser des bonnes questions en amont. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Trois derniers documents à mentionner. Le premier, c'est un document qui vient d'être publié par l'ANSSI, un corpus sur la remédiation. Donc, c'est un questionnaire à l'intention des lecteurs des documents de l'ANSSI que vous pouvez télécharger depuis le site de l'ANSSI, bien entendu. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que en fait, il ne s'agit pas simplement de parler de remédiation toute simple. Il y a une approche triple qui est proposée par l'ANSSI avec un volet stratégique, un volet opérationnel et un volet technique. Et donc, c'est pour ça que je vous engage à consulter peut-être un seul de ces trois documents en fonction de votre rôle, mais voir les trois, ça permet justement de comparer un petit peu et de voir la pertinence de ce qu'on peut faire en matière de remédiation et encore une fois de se poser les bonnes questions en amont. Autre élément, c'est un rapport qui a été publié par Sophos sur finalement comment est-ce qu'on peut présenter et quelles sont les bonnes informations que l'on peut présenter à des managers qui sont parfois des managers métiers, qui ne sont pas des personnes qui connaissent la technique, concernant les différents types d'attaques auxquels leurs métiers peuvent être confrontés. Donc là, c'est aussi une question de vocabulaire et ça permet d'avoir une approche un petit peu différente lorsque vous devez changer votre niveau de discours. Et puis, dernier point, c'est le rapport d'Advance, qui lui est en français, comme le document de l'ANSSI, qui est le rapport sur l'état de la menace en 2022. Encore une fois, c'est une bonne synthèse que vous pourrez notamment comparer avec le document, le rapport de PwC. Mais globalement, on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Donc voilà les différents, les 7 ou 8 documents que je voulais vous faire connaître à l'issue de ce mois d'avril. Pour conclure, le programme du mois de juin, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver le jeudi 1er juin à 18h, c'est le premier jeudi du mois. Au mois de juin, ça sera
le premier. Et puis, eh bien, ça sera aussi l'occasion de vous expliquer que on peut aussi se rencontrer. Nous serons, Ferium sera à la conférence du FIRST à Montréal, notamment pour présenter la solution Black Noise dont j'avais présenté le rapport le mois dernier, une solution de type BAS, Breach Attack Simulation. Et donc, ça sera l'occasion de discuter avec nos pairs sur la partie gestion de crise, traitement d'incidents, et puis de rencontrer ces pairs qui viennent de quasiment du monde entier. On sera à peu près 1000 dans cette session. Et puis, la deuxième chose, c'est une formation auquel Aerium s'est associé en collaboration avec l'École supérieure de la sûreté des entreprises pour mettre en place un cursus pour un certificat de gestion de crise cyber. L'objectif qui, là, s'adresse aussi bien à des RSSI, des responsables de SOC, de CSIRT ou de responsables de la gestion des risques, c'est comment finalement faire face à une crise cyber, comment réagir, comment piloter et éventuellement comment négocier. Donc là, il s'agit de présenter sur une dizaine de jours une méthodologie qui n'est pas une méthodologie qui a été inventée, mais qui est une méthodologie qui est aujourd'hui déployée au sein de grands groupes industriels ou bancaires notamment. Et puis, il y a aussi un module spécifique qui est lié à la négociation et la communication de prix. Donc, vous avez sur la partie droite, et vous l'aurez dans les supports que vous pourrez retrouver, le lien pour récupérer le plan. Et donc, ça aura lieu au mois de juin. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce bilan du mois d'avril. Je vais regarder maintenant s'il y a des questions que vous avez souhaité me poser. Donc nous allons regarder dans le chat. Alors, dans le chat, qu'est-ce qui se dit ? Alors, en début de session, vous avez parlé de Log4j. Y a-t-il du nouveau sur la vulnérabilité? Alors, effectivement, j'ai parlé de Log4j au début. Merci. Alors, sur la vulnérabilité elle-même, non, il n'y a rien de nouveau. Le point qui est important, c'est celui que j'ai mentionné. C'est surtout de dire que suite à l'investigation qui a été faite, ça a permis de remonter plus d'informations et de se rendre compte que avant qu'on se rende compte de la compromission de Mandiant au mois de décembre, début décembre, ça va être le 6 décembre 2021, eh bien, ça avait commencé bien avant et que c'était le département de la justice. Donc, rien de particulier sur la vulnérabilité elle-même, mais encore une fois, c'est plus les investigations qui permettent de remonter plus haut dans le temps et qui devraient peut-être permettre d'avoir plus d'informations dans la mesure où Mandiant n'avait pas été capable finalement de trouver d'où venait exactement l'attaque. En revanche, le fait qu'on sache maintenant que c'est le département de la justice aux États-Unis, ça va leur permettre d'essayer de remonter dans le temps. Donc peut-être avoir plus de précision sur des éléments ou des vecteurs d'infection. Donc voilà pour cette partie Log4j. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je vois que plusieurs personnes sont en train de taper des questions, donc on va attendre un tout petit peu qu'elles aient fini de taper. Je n'ai pas parlé de la guerre en Ukraine. Y a-t-il du nouveau du point de vue cyber? Bonne question. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de la guerre en Ukraine. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu pas mal d'activités cyber au début du mois d'avril, mais depuis la mi-avril, c'est plutôt calme. Donc, est-ce que c'est un calme qui tombe avant la tempête? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. Par contre, ce qu'on a vu, je dirais, ça devait être hier ou avant-hier, c'est une résurgence des attaques et des tentatives de compromission et surtout de wipers. Donc, les wipers qui ont pour objectif de détruire toutes les données sur un poste de travail. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, ça n'a pas été des logiciels développés spécialement pour faire du wiping, pour détruire des données. En fait, la technique qui a été utilisée par les groupes d'attaquants, et il semblerait que ça soit APT28 ou Sandworm qui soit derrière cela, d'après les informations communiquées par le CERT ukrainien.
Donc là, ils ont utilisé WinRAR. Donc WinRAR, c'est un logiciel qui est relativement connu. Vous devez tous connaître Zip ou WinZip pour compresser. Eh bien, en environnement Linux, Unix, on a une autre façon de faire avec notamment du RAR. Et puis un logiciel équivalent qui existe en environnement Windows et qui s'appelle WinRAR. Donc ce logiciel WinRAR, il permet notamment de compresser des données, mais lorsqu'on veut compresser pour gagner de la place, ce qu'on a aussi tendance à faire, c'est de dire, voilà, je vais mettre mes données dans une archive compressée, et puis les données elles-mêmes, je vais les détruire. Eh bien, c'est exactement ce qui a été utilisé par les groupes d'attaquants. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire avec un wiper, ils utilisent un logiciel, je dirais, classique. Ils compressent toutes les données, ils détruisent les données initiales avec un delete classique, et puis après, ils détruisent l'archive. Donc, en gros, il reste plus rien. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de demander une rançon, il s'agit vraiment de détruire. Donc voilà un petit peu la technique qui a émergé tout récemment, puisque ça fait 2 ou 3 jours que ça a été mentionné par le cercle ukrainien. Pour le reste, encore une fois, je dirais, on ne peut qu'attendre. Alors, faut essayer de lier ça avec les événements qui se passent au niveau du terrain réel. J'avais parlé il y a 2 mois justement de rapports qui avaient été faits par Google, Tag notamment, qui faisait un lien très clair entre la cinétique qu'il y avait sur le terrain et la cinétique qu'il y avait au niveau cyber. Voilà. Autre question de Thierry. Pour la protection contre les attaques supply chain, le software, donc le SBOM, était une mesure phare. Qu'en est-il de son utilisation systématique ou pas? Alors, utilisation systématique, à ma connaissance, non, pour différentes raisons. La première, c'est que ça ne se fait pas, la mise en place, la mise en œuvre n'est pas forcément très, très simple en fonction du contexte et du niveau de maîtrise que l'on peut avoir des différents environnements. Par contre, il me semble avoir vu que dans un des décrets qui a été publié par la Maison-Blanche, il y avait une date butée à partir de laquelle les différentes agences américaines devaient avoir mis ça en place. Donc là, je regarderai et soit je compléterai au niveau du support, soit j'en parlerai le mois prochain. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va se déployer. On a parlé tout à l'heure de la partie Oscar, qui est un peu lié aussi à la Software Bill of Material. Donc à creuser de votre côté. Voilà. Dernière question, peut-être. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Et puis après, on terminera puisqu'on vient de dépasser les 30 minutes. Donc j'attends la dernière question de Bruno. Est-ce qu'il y a un État, un gouvernement qui a pris une position concernant ChatGPT et quel est ton avis là-dessus? Alors, concernant ChatGPT, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Un certain nombre d'États, mais aussi d'entreprises, se rendent compte que finalement, entre ce que les gens mettent sur ChatGPT et ce qu'on mettait auparavant sur Virus Total, à savoir des documents internes, lorsqu'on pensait qu'il y avait peut-être une compromission et qui se retrouvaient finalement dans la nature, eh bien, c'est clairement un risque d'exfiltration et de divulgation d'informations internes ou sensibles. Donc, à ma connaissance, il y a 2 cas que je peux vous mentionner. Le premier, ça concerne Samsung. Ça, c'est une information qui est parue au mois de mars, où des personnes qui faisaient de la maintenance et du diagnostic de panne au niveau de produits Samsung, eh bien, ils ont pris les documents internes, ils les ont mis sur ChatGPT, ils ont expliqué quel était le problème, ils ont demandé à ChatGPT de régler le souci qu'ils avaient. Et bien entendu, ChatGPT a intégré ces documents internes de Samsung, donc fuite d'informations. Donc là, ça a été un premier blocage. Et puis le deuxième cas que je peux mentionner, c'est l'Italie, pour lequel il y a un certain nombre de restrictions qui ont été mises en place par le gouvernement italien pour éviter justement l'utilisation et prohiber l'utilisation de ChatGPT par les différentes instances étatiques italiennes.
Peut-être que il va y en avoir d'autres, là je ne sais pas encore, mais en tout état de cause, il y a un mouvement un peu de défiance, tout simplement parce que les règles n'étaient pas encore très claires vis-à-vis des utilisateurs, et les utilisateurs, lorsqu'ils ont un outil qui fonctionne ou qui semble adapté ou sur lequel on fait beaucoup de buzz, eh bien ils sont intéressés et ils l'utilisent. Donc il y a sans doute lors des prochains dessous de la veille que l'on fera ensemble, vous aurez sans doute des informations sur le sujet. Voilà. Est-ce que c'est ChatGPT et OpenAI qui a leaké les documents? Non. Alors, il y a deux choses. Il y a des soupçons de fuite d'informations de chez OpenAI. Là, pour l'instant, on peut pas encore beaucoup en parler parce qu'on n'a pas d'éléments factuels. Donc, le buzz, Léon dit, moi, ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je cherche plutôt des sources primaires. Par contre, en tout cas de cause, le fait que ces documents internes de Samsung se retrouvent chez OpenAI et donc ChatGPT, là, clairement, c'est une faille dans le niveau de protection et la politique de gestion des documents de la société Samsung. Donc là, en tout cas, c'est clairement un problème qu'il y a, en l'occurrence pour Samsung. Et comment est-ce que Samsung s'est rendu compte du problème? Tout simplement parce que eh bien, les informations et les requêtes qui ont été faites par d'autres utilisateurs, eh bien, les réponses de ChatGPT étaient particulièrement pertinentes et particulièrement adaptées, et ça les a surpris. Et c'est comme ça que le problème a été remonté. Voilà, écoutez, je vous propose de clore. Simplement deux points de détail. Le premier, c'est que le diaporama que j'ai présenté sera disponible sur le site d'Erium dès la semaine prochaine, de même que le replay. Et puis, je vous donne donc rendez-vous pour le jeudi 1er juin à 18h. Merci et à dans un mois. Bonne soirée. Merci Eric pour le commentaire.